Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Corse via Stella. Alzheimer, quand la mémoire s'efface, c'est le nom de ce nouveau numéro de Succeda. Si aucun chiffre précis n'est établi, on sait que cette maladie neurodégénérative est particulièrement présente dans l'île. Une pathologie complexe mais de mieux en mieux comprise. Alors comment la prévenir? Quels sont les traitements et les avancées scientifiques récentes? Quelles sont les initiatives mises en place au niveau local pour repenser la place des malades dans notre société? Et surtout, comment soutenir les proches aidants face à ce défi de taille? Pour répondre à ces questions, plusieurs invités sont avec nous sur ce plateau, aidants, experts et médecins. Ils vivent le quotidien des personnes touchées et de leurs proches. Christiane Biigi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aidante, votre mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui. Marie-Pierre Pancrazi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérontologue à l'hôpital de Bastia, mais aussi présidente de l'association Gérontopole de Corse et coordinatrice du Centre Mémoire Régional. Jean-Marc Crespe, bonsoir, psychiatre et fondateur, vice-président également de l'association France Alzheimer Corse. Et enfin, Marie-France Giuliani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 3 Corse et vous avez réalisé un reportage sur le sujet, reportage que nous allons découvrir dans quelques minutes. Mais avant d'entendre ces témoignages, quelques mots pour bien comprendre ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Jean-Marc Crespe, votre association traite Alzheimer et les maladies apparentées. Il y a parfois une confusion du grand public autour de ces notions. Il faut bien distinguer le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer. Elle est l'une des conséquences de ce déclin cognitif. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui caractérise cette pathologie ? Vous parlez du déclin cognitif. Si vous voyez, le déclin cognitif, je dirais qu'il est physiologique, il est normal. En avançant en âge, on décline sur le plan cognitif et mémoire, vigilance, attention. Mais il y a un déclin harmonieux qui se fait progressivement, naturellement, hein, avec, je dirais, sans perte véritable d'autonomie, avec une conservation des automatismes sociaux, des capacités intellectuelles, souvent jusqu'au bout. Comme on dit, il avait toute sa tête quand il est mort. Hein. Et puis, il y a le déclin cognitif pathologique, hein, qui peut être, si vous voulez, lié à des pathologies multiples, vasculaires essentiellement, cérébrales, et métaboliques, avec l'hypertension, le diabète, tout ça qui abîme le système vasculaire cérébral et donc abîme le cerveau. Et puis, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives. Et la plus connue, je dirais, celle qui nous préoccupe ce soir, c'est la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie particulière qui atteint certaines zones du cerveau, particulièrement, et qui s'organisent, si vous voulez, autour de deux protéines tueuses, je dirais tueuses de neurones, et qui sont la protéine amyloïde, la protéine tau, qui empoisonnent en quelque sorte les cellules nerveuses et vont créer, et souvent malheureusement très tôt, je crois que le record d'Europe c'est 39 ans, hein, mais ça peut démarrer en moyenne autour de 45-50 ans, plus chez les femmes que chez les hommes, hein, et qui provoque assez rapidement un ralentissement cognitif, des troubles de l'humeur, des troubles de la concentration, des troubles du comportement et une désocialisation plus ou moins rapide avec des conséquences dramatiques souvent pour les familles, surtout quand ça atteint des gens jeunes. Alors, il y a différents stades, hein, léger, modéré, sévère. C'est une maladie qui provoque aussi souvent beaucoup d'angoisse, qui suscite beaucoup d'angoisse. Et pour vous, Marie-Pierre Pancrazi, on en parlera un plus en longueur dans un instant, mais ce que vous dites, c'est que ça n'est pas une fatalité, que nos regards doivent changer. Il faut prendre les choses sous un autre prisme. Oui, c'est important. Alors, je nuancerai un petit peu. La moyenne d'âge d'apparition, c'est 75 ans. Il y a quelques cas qui arrivent plus tôt. Et souvent, la maladie est un peu différente à ce moment-là. Et c'est important de consulter si on a un doute. Donc, ce qui est important, c'est justement de consulter pour s'assurer qu'on est ou dans un déclin physiologique ou dans une maladie. Parce que si c'est une maladie, il y a des conséquences sur la vie quotidienne, sur les projets de vie que l'on a, sur la façon dont on va organiser sa vie plus tard, et puis toute une approche globale que l'on peut mettre en place. Qui est aussi bien du côté de l'alimentation, de l'activité physique, de la stimulation, mais aussi de l'éducation, de la formation de celui qui est à côté, qui a besoin de comprendre ce qui se passe et d'être guidé.
On va détailler tout cela lors de notre émission. Mais d'abord, avant d'ouvrir cette discussion, je vous propose que l'on découvre ensemble le documentaire de Marie-France Giuliani avec Marion Fiam et Alexandre Valli. Moi, ma femme, elle ne parle plus, elle ne reconnaît plus trop. Et il y a de plus en plus d'Alzheimer, oui, parce qu'on vit de plus en plus vieux. Hein. Vous voyez, là où vous voyez du noir, c'est qu'il n'y a plus de cellules. C'est qu'il y a un vieillissement cérébral. Je le sais, ça va se dégrader. Ce que je ne sais pas, c'est à quelle vitesse. Je perdais des mots, j'avais des difficultés quand même assez... Pour moi, ça commençait à vraiment être prononcé. Mes amis s'en étaient aperçus et n'osaient pas me le dire. J'ai été diagnostiquée en 2021 par le service de centre mémoire de Bastia comme étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais au début disons, on qualifierait au début de cette maladie irrémédiable. J'avais pas 70 ans, donc je veux dire que on a quand même encore des années à vivre. Je pensais qu'on allait me dire c'est de la dépression. Bon, non, on s'y attendait pas du tout. Hein. Une sentence aussi lourde. On écoutait notre neurologue, on l'écoutait sans l'écouter, sans... On a été dignes, jusqu'au bout on a été dignes, quoi. Mais une fois tous les deux, on est allé se promener au bord de la plage, et puis bon, enfin... On a dit, on a repris notre souffle quand même. Il fallait accepter ce diagnostic. Ça a beaucoup changé de choses, finalement, dans votre façon de vivre. Vous ne conduisez plus? Ah, mais ça, conduire, ça ne me dérange pas. Ça m'a toujours... Non. Alors ça, c'est pas le... je dirais peut-être... Ce que je ne fais plus, je sais pas. Je sais pas, parce que je trouve même que j'en fais plus que ce que je faisais... Vous avez découvert un talent. Ah oui. C'est moi, c'est des reproductions, quoi, que je fais, moi... Et puis, je me sens mieux, quoi. J'ai un traitement, j'ai un patch que je mets tous les jours depuis donc 3 ans et demi. C'est un patch qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Avec le centre mémoire, je fais un atelier peinture depuis 3 ans avec un artiste qui nous met en confiance. Moi, j'avais jamais peint de ma vie, mais j'avais horreur de ça. Et petit à petit, on est rentré dans un autre monde. Il y a les couleurs. Je fais ça alors que je savais pas du tout tenir un pinceau, quoi. Le pinceau, c'est presque de l'aquarelle. On dirait. Attends, si tu le retouches, il va trop ressortir. Ouais. Alors, c'est bien. Que là, je trouve qu'il est nickel. Pierre, oui. Pour faire le moutarde de ma chaise, parce que je trouve qu'elle est jaune. Qu'est-ce que ça vous a appris à vous? Je pouvais donner quelque chose à une forte demande de gens qui ont besoin de se concentrer et qui ont besoin de se libérer un petit peu des soucis qu'ils rencontrent. Et là, c'était une réussite parce que ils seront heureux. Ce bonheur rejaillit sur moi et entre eux, ils sont d'une bienveillance absolument totale. Scout, les séances de l'orthophoniste, le centre de mémoire, tout ça, c'est lié. Il y a une amélioration dans mon comportement où ça se serait dégradé beaucoup plus rapidement. Je vous laisse relire les 7 tranquillement et vous me dites quand vous les avez bien mémorisés. Local. Super. Caleçon. Caleçon. C'est parfait. Il y en a 7. Super. Je vous les redemande la semaine prochaine. Oui. Très bien. Tous les 3. Ok. Alors, nous sommes dans quelle ville? Ah bah ça. Ouais. Est-ce que vous voulez bien me dire la date d'aujourd'hui? Je ne me rappelle pas. Hein. Je suis pas... Alors, en quelle année nous sommes actuellement? En 2024. Ouais. Alors, je vais vous dire 3 mots. Je vais vous demander de bien les écouter, de les répéter après moi et de les garder un petit peu en tête. Je vous les redemanderai dans un petit instant. Alors, écoutez-moi bien.
cigare, fleur, porte. Bon, je vais faire les transmissions au médecin et ensuite derrière elle vous recevra. Je peux ? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, pas grand-chose. Donc bon, c'est un monsieur qui est très apathique. Pour ce qui est des tests d'efficience mnésique, qui sont complètement opérants, à la fois donc dans l'apprentissage des informations, le stockage et la récupération. Donc les 3 processus de la mémoire sont préservés. L'information, elle se consolide bien dans le temps, quand on redemande à distance. Au fur et à mesure de la dégradation, ça va toucher d'autres fonctions cognitives que le langage ou la mémoire. Ça va toucher également donc, ce que l'on appelle les fonctions instrumentales, c'est-à-dire les capacités de perception visuelle, les capacités motrices, mais également les capacités à organiser, à planifier des actions. La personne va plus se rappeler est-ce qu'elle a pris son traitement, est-ce qu'elle a mangé, ne serait-ce que ça. Laetitia, tu veux manger quelque chose? Pardon? Tu veux manger quelque chose? Je te fais une bonne omelette? Ah non, pas du tout, du tout. Ils ont appelé mon épouse l'ordinateur. C'est plus le cas. Elle a été infirmière libérale, donc elle se souvenait qu'elle avait 50 rendez-vous dans la journée, des trucs comme ça. Elle a oublié un de mes anniversaires. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Ça fait longtemps que c'est comme ça et comment vous voyez la 3 ans. Comment vous voyez la suite? Je la vois pas, je le sais, ça va se dégrader. Ce que je ne sais pas, c'est à quelle vitesse. Quand on a vécu 60 ans avec une personne, il faut faire avec. C'est un sentiment de loyauté, d'amour ou de loyauté? Oui, je dirais d'amour plus que de loyauté. Tu touches la montre, ça m'appelle. Même si on est loin, on reste en relation. La montre relationnelle. On n'est pas encore au point ni l'un ni l'autre sur cette montre, mais non, c'est bien. Laetitia, j'ai acheté du pain à la boulangerie et des gâteaux. J'avais une vie normale. Maintenant, je suis infirmier à domicile de jour, de nuit et les week-ends. Elle a fait le tour du monde et maintenant, elle ne veut plus sortir de chez elle. C'est un gros changement. La formation France Alzheimer aide à bien comprendre à la fois le mécanisme et comprenant le mécanisme, que faire et que ne pas faire. Et donc ce matin on parlait en fait de l'idée de judo. C'est pas de s'opposer, mais d'utiliser le mouvement. Il faut éviter d'entrer en conflit et en échec. Je ne sais pas si je me fais une dépression ou en même temps il faut que je sois forte parce que je n'ai pas le droit d'être en dépression parce qu'il faut que je sois aidante. C'est compliqué. En plus, je trouve qu'on n'est pas compris en fait. Pourquoi il ne la place pas? Mais parce que si je la place maintenant, vu qu'elle est consciente, je la tue. Parce que je la tue là pour de bon. Jusqu'à un certain stade, il souffre de la vision de sa propre déchéance. C'est ça, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que dans la plupart des cas, passé un certain stade, il y a une perte de conscience quasiment totale, je dirais, de son environnement. Encore que ces crises d'agitation, c'est souvent de l'angoisse. Oui. C'est une angoisse basique. De toute façon, l'angoisse, je vous rappelle que c'est quand même la définition, c'est peur sans objet. Tôt ou tard, le plus tard possible bien sûr, ce sera forcément la solution quand nous serons écroulés. Ça c'est toutes les ordos et ça c'est toutes les analyses. Très bien. Je suis là. Je suis là. Parce que j'ai mes jambes engourdies, vous voyez, parce que je suis restée 3-6. Et l'évolution est très très douce. Hein. Donc ça continuera tout doucement comme ça. Et je dirais qu'on est encore loin de D'accord. Hein. Je ne peux pas aller nulle part. Hein. C'est moi et c'est tout. Votre fils m'a dit qu'il pouvait, hein, qu'à l'heure actuelle il pouvait. Vous savez, comme je tiens à lui, je l'aime de tout mon cœur. Ah, vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Il fait partie de moi. Au revoir, madame. Au revoir.
On a le pied sur la pédale de frein, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça se ralentisse au maximum et que l'évolution soit la plus douce possible. Mais bien évidemment, c'est excessivement difficile et on a des patients qui évoluent malheureusement vite, hein. Malgré les traitements qu'on met en place. Il y a des patients qui évoluent vite avec des difficultés qui viennent et qui nous obligent à orienter les patients vers une institutionnalisation. On n'a pas le choix. C'est vous qui dites aux gens, maintenant, vous ne pouvez plus la garder à la maison, oui. Ça arrive? Ah oui, tout le temps. D'accord. Tout le temps. C'est à nous de le dire. Et je dirais même, c'est à nous de l'anticiper. C'est-à-dire de voir que la personne décline, à quelle vitesse elle décline, ce qui veut dire que dans 1 an ou 2, elle ne pourra plus être à la maison, et dire au fils, ce que je lui ai dit, commencer à mettre un dossier en maison de retraite. Orpea, c'était un scandale que vous avez vécu. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé la donne, selon vous? Lorsque j'ai été lanceur d'alerte, c'était excessivement difficile. Ça a été un moment très compliqué je dirais, de ma carrière professionnelle. C'est très compliqué. Malheureusement, je pense que les problèmes de fond restent parce que, je dirais, la loi grand âge, qui est la loi nécessaire, n'a toujours pas été mise au niveau qu'on aurait voulu. Les EHPAD que je connais en Corse sont des EHPAD dans lesquels les équipes qui y travaillent font un merveilleux travail. C'est un travail d'accompagnement, c'est un travail de suivi qui est très bien fait. Le point, c'est que moi, je prône le fait que ces EHPAD n'ont pas suffisamment de moyens. J'aurais mieux aimé la garder à la maison, mais c'était pas possible pour moi. Et si je veux rester disponible pour elle, puisque je suis la dernière personne de la famille aujourd'hui, son mari l'ayant quittée, il faut que je sois solide. Et je lui ai promis que je l'accompagnerai jusqu'au dernier jour. Mon père, dans cet accompagnement comme aidant, depuis des années, refusant la maladie, eh bien, avait un ras-le-bol s'était établi, il n'en pouvait plus, il était à bout. Et moi, quand je l'ai eu à la maison, j'ai vécu rapidement les mêmes choses. Il y a des fois où elle ne voulait pas sortir de son lit. Elle sombrait dans cet état de sommeil. Elle était sur sa chaise et puis dans le sommeil, elle fermait les yeux et elle dormait. Et voilà, elle devenait passive. Et j'ai compris que j'allais m'épuiser et qu'il fallait que je me fasse aider. Finalement, je m'aperçois aujourd'hui qu'elle a créé des liens très rapidement avec d'autres personnes à l'EHPAD. Alors, les pipelettes? Alors, on gardera nos douleurs. Ça va, ma petite mère? Bonjour, Gisèle. Ben, ça va bien? Et toi, ça va, maman? Oui. Oui. Vous avez bien mangé? Là, oui, c'était bon. Oui, pour le vaccin. Il faut que j'aille voir l'infirmière? Oui. Ouais. Oui. Ici, vous avez une amie. Oui. Vous vous sentez comment? Ici, on se sent bien? Bien, oui. Avec le personnel. Tout à l'heure, il y en a une qui m'a pris dans ses bras et puis qui m'a fait des bisous. Puis voilà. Et puis elle nous a répondu, allez faire la sieste maintenant, voilà. Mais vraiment, ils sont très, très, très gentils. Oui, ils sont intentionnés. Oui, près de nous. Et hier, vous avez dansé alors? Il y avait l'atelier bien-être avec la musique? Oui. Bougez pas, les filles. Bougez pas. Et tout doucement, d'essayer de rendre mobile plus votre buste. Ils attendent que ça. Les bénéfices, c'est vraiment la posture, la marche et le repère dans l'espace. Et créer des liens. Parce que nous, on fait des thés dansants donc, le dernier vendredi du mois, de chaque mois. Et on voit au fil du temps qu'ils s'invitent par eux-mêmes. On n'a pas besoin de leur dire d'aller vers les uns ou les autres. En espagnol, on dit la mirada, le regard.
suivi del cabeceo. Le petit signe de tête où on acquiesce. Ok, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de faire ce petit exercice. Entrer de manière sécurisée, donc on ouvre la porte, je vous en prie. C'est une unité UHR, donc d'hébergement renforcé. Le secteur est fermé parce que forcément on a des patients fugueurs dans le lot. Des troubles du comportement, il y en a certains qui vont avoir le risque de fugue. Un des grands axes, c'est d'essayer de répondre à ces problèmes de pathologie comportementale autrement que par les médicaments. Et en arrêtant le psychotrope, on améliore des fois les patients. Donc moi, j'ai jamais eu, alors il y a sûrement eu des cas peut-être qui sont passés ici, mais depuis que je suis là, de vrais patients dangereux, non. Par contre, des patients qui étaient très agités, qui avaient des gros troubles du comportement, très agressifs, ça oui, on a vu des améliorations. Allez, tenez, Catherine, aidez-nous à mettre la table. Allez. J'en donne 4 à vous. Mais je peux vous donner les verres. Voilà. Je vais vous en prendre 2. Attends, je vais aider. Catherine, venez, on commence à mettre les serviettes sur la table. Allez-y, levez-vous. Après, une là, ma chérie. Non, attends. Les pieds là, bien, allez. On est 8 en tout, voilà. 2. Je vous remets de l'eau. J'enlève ma serviette, comme ça, elle va se faire. Vous arrivez? Oui. Merci, voilà. Voilà. Allez, mange, ma chérie, mange. Allez, mangez, il faut manger. Ouais, c'est bouillant, attention, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Hein. Ah oui. Ils ont toujours besoin de contact. Après, ça dépend. Quand ils se font des crises ou quoi, on les laisse un peu, on s'éloigne, voilà. On n'essaie pas trop de s'approcher ou de les... Voilà. On regarde comment évolue la crise. Et après, selon l'évolution, on fait des activités, on propose. Et après, on donne vraiment des médicaments ou quoi, s'il faut donner des petits besoins. Ou voilà. Ça reste rare de donner des médicaments? Oui, ça reste rare. C'est quand ils font vraiment des crises qu'on n'arrive pas à calmer ou qu'on ne donne pas. Voilà. Ça, c'est sur ordre du médecin, de l'infirmière. Il faut manger, autrement cet après-midi, on ne va pas pouvoir faire les jeux. Parce que tu vas pas avoir de force. Allez, mange. Coucou Herminie. Ça va bien? Oui. Tu as bien mangé? Oui. Très joli aujourd'hui. C'est Nicole qui t'a maquillée. Oui, certainement. Allez, c'est joli. Eh bien, si on les tutoie, c'est parce que, je veux dire, c'est pour qu'on crée un milieu familial. Comme on est quand même dans une unité qui est fermée. Et puis, c'est des personnes qui n'ont pas leur tête, qui n'ont pas de repères. Et donc, ça crée quand même un milieu familial. Et oui, c'est celui-là, Jacques. Alors, c'est celui-là que je vous dis. Allez, on s'envoie le ballon. Allez, et jouer avec les pieds. Allez-y. Bravo, Annie. Voilà, Jacques. Allez, Jacques. Oui, allez. Je change de jeu, ça vous dit? Rosette. Pardon. Mis le beau gâteau, Cathy. C'est bon, tu peux te Rosette. Oh, il m'aide. Merci. On a plusieurs techniques de thérapie non médicamenteuse, par exemple la salsnozélène. On a aussi des poupées d'empathie. Il faut savoir qu'à l'unité d'Alzheimer, tout est thérapeutique. C'est-à-dire que la toilette le matin, ça va être en fonction du résident, du lever du résident, s'il a passé une bonne nuit, s'il a passé une mauvaise nuit. On va s'adapter à lui. On va prendre le temps. Venez, Daniel, venez. C'est vous qui avez les clés, Daniel. Venez. Là. Daniel, c'est par là-bas. Regardez, par là-bas. Ah oui, on va là-bas. Mais... Et vous allez où, là?
Je ne sais pas du tout, franchement. Je vous accompagne? Il y a une autre tête qui vient. Alors on va là. On va ici. Pas la dernière, Regardez, pas, sinon. je vais juste vous reprendre les clés. Non. Détendez-vous, Daniel. Ouais. Vous me mordez pas. Sans bon. Ah, c'est gentil. Bon. Merci. Alors j'y viens alors. Attendez, je vous fais le petit massage? Ah, j'y vais. Vous allez faire des légères pressions avec vos mains de chaque côté des pieds. Des deux côtés. Super. Et vous allez remonter. Voilà, parfait. C'est bien. Voilà. Elle sourit. Quand on l'a mené, je ne l'ai pas mené moi, naturellement, parce que j'aurais pas pu. Et puis après, là, ça fait depuis le mois de juin qu'elle y est. On a essayé de la faire revenir une semaine au mois d'août. Ça a été la catastrophe. On n'y arrivait plus, elle est tombée. Ici, il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire qu'il peut marcher. Il déambule beaucoup, l'Alzheimer. Ça déambule beaucoup, donc là, il marche toute la journée. Alors, pas toutes les maladies d'Alzheimer ont la même pathologie. Hein. Il y en a qui parlent, il y en a qui... moi, ma femme, elle ne parle plus, elle ne reconnaît plus trop. Elle reconnaît un peu, mais plus beaucoup. Et puis ça va très très vite parce qu'elle est jeune. Elle a 54 ans, voilà, ça s'est dégradé, c'est pas possible. Elle était diagnostiquée en 2020. Jusqu'en 2022, ça allait à peu près. Elle conduisait encore, elle allait chez l'ortho, elle allait chez le kiné. Et après 2022, c'était la catastrophe, quoi. Elle s'est dégradée à une vitesse pas possible, elle devenait agressive, alors qu'elle n'a jamais été agressive de sa vie. Elle disait beaucoup de grossièreté, c'était plus la même personne, quoi. Mais des structures comme ça, je pense qu'à terme, ça peut là se développer. Mais vraiment, c'est là de structure. Enfin, moi, je suis vraiment étonné de la qualité de tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a un médecin en permanence 24 heures sur 24. Il y a des soins, il y a les kinés, il y a les orthos. C'est vraiment un soulagement, quoi. Moi, je sais que voilà, ça a été une bouée de sauvetage, quoi. C'était ouais, plus que sauvetage. Vous pensez que vous aurez Oui. faire le pire, quoi. Ah ouais, oui, sûr. Ah ouais, sûr. Ça a failli une ou deux fois et c'est peut-être pas terrible ce que je dis. Ça va choquer peut-être des gens. Mais il faut avoir une part d'égoïsme. Se dire, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je suis en vie encore, j'ai encore la santé. Il y a une vie derrière, c'est une deuxième vie, c'est pas la même vie. Ça ne lève pas la vie que j'ai eue et que j'ai, mais j'ai une deuxième vie. Majesté, je vous guide. Allons-y ensemble. On ne me l'a pas dit. On vous l'a pas dit, c'est une surprise. Cette fois-ci, on va le faire avec la musique. Et là, vous êtes entre les barrières. Ah, dis donc, ça fait du bien ton truc. Ah, ben tant mieux, profite. Tu sens tes appuis par terre? Aujourd'hui, on est mercredi. Écoute, pardon, excuse-moi. Je t'écoute. Je m'excuse. Je m'excuse. Pas de souci. Il pleut? Non, il ne pleut pas, mais il y a du vent. Tu veux qu'on aille voir dehors, un petit peu par la fenêtre? Non, hein. Moi, mon rôle en tant que psychomotricienne, c'est surtout travailler sur des projets de contenance et d'apaisement, des angoisses qui pèsent beaucoup aux patients. Quand les idées partent n'importe où, qu'on ne sait plus qui on est, où on est, quand on est, tout ça, la contenance par le corps ça permet aussi la contenance psychique et permet l'existence, la réalité. Est-ce que tu as du parfum? Viens. On a fait le toucher, on a fait la proprioception et on va faire l'odeur pour t'entourer. Voilà. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi. Tu es magnifique. Tu es magnifique, mon amour. Tu es magnifique, mon bébé.
Françoise, vous aussi, vous êtes magnifique. Des fois, vous êtes un peu pestouille, mais vous êtes magnifique globalement. Hein? Il est toujours là. Oui, il est toujours là. Il ne bouge pas. Et on les laisse après aujourd'hui? Là, ils font dodo. Et nous sommes de retour sur le plateau de France 3 Corse Viasté, là pour ce nouveau numéro de Succetta consacré à la maladie d'Alzheimer. Marie-France, un mot d'abord sur ce documentaire, des histoires de familles confrontées à la maladie d'Alzheimer, des témoignages très émouvants hein, qui illustrent bien les réalités quotidiennes. Quelle a été votre approche lors de ce tournage ? On a pris le parti avec Marion Fiam de laisser parler les gens, de recueillir des moments de leur vie, de ce qu'ils traversent. Alzheimer, en tant que journaliste, au départ, c'est un peu un marronnier, quoi. C'est quelque chose qu'on traite le jour de la journée d'Alzheimer. Malheureusement, on l'évoque aussi lorsqu'il y a des faits divers parce qu'il y a des personnes qui fuguent et que ça finit parfois en tragédie, on ne les retrouve pas. Mais cette fois, avec Marion, ce qu'on a cherché à comprendre, c'est à savoir surtout, est-ce qu'on a le droit au bonheur et le droit à la dignité quand on est malade d'Alzheimer et qu'on vit en Corse. Bon, alors on a abordé cela avec intérêt, évidemment, de toute façon, dans notre entourage, que ce soit des voisins, des tantes, des habitants de nos immeubles. On connaît tous des personnes âgées de plus de 65 ans qui commencent à perdre la tête ou qui perdent surtout leur mémoire. C'est pas qu'elles perdent la tête, mais elles perdent une certaine réalité. C'est difficile de rentrer en contact avec elles. Et puis, de cet intérêt-là, petit à petit, quand on a rencontré ces gens qu'on ne connaissait pas hein, au départ, ben, ça s'est transformé en une forme d'humilité. C'est un peu pour ça que c'est un sans commentaire aussi, d'humilité, parce qu'en fait, on a en face de nous des gens, on se rend compte que c'est des héros, quoi. C'est des héros parce qu'ils traversent des épreuves et que, globalement, il n'y a pas de médicaments qui guérissent. Donc, il n'y a pas de médicaments proposés parfois, et puis surtout, eh ben, en fait, c'est des héros sans armes, avec juste l'entourage qui peut intervenir, un peu les médecins, un peu des aides-soignantes. Moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste, donc des gens qui combattent pour leur terre, leur langue, leur salaire, leurs principes, j'en ai rencontré souvent. Là, c'est différent parce qu'en fait, on est dans l'ordre de l'intime, mais c'est vital, en fait, ce qu'ils traversent, c'est ce qu'ils recherchent chez eux. Leur combat, c'est essayer de garder un peu de lucidité, quelques mois de lucidité encore. Après, ça devient quelques instants. Après, on guette le sourire. Il y a des moments dans cette unité spéciale de certaines qui sont quand même très, très difficiles, sans doute. Hein. Moi, je suis très admirative des gens qui travaillent là-bas parce que, en fait, c'est pour les cas les plus sévères, dans les épisodes aigus, comment on prend ça en charge. Ça nous a renvoyé vraiment vers une sorte de leçon d'humilité. Moi, je crois que combattre pour garder le plaisir de vivre, eh ben, franchement, c'est bien. C'est pas anodin, mais c'est un peu bouleversant. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué lors de ce tournage? En fait, c'est des rencontres, surtout avec des soignants, que ce soit des aidants ou des soignants qui sont hyper dévoués. Franchement, moi-même, j'ai éprouvé une sorte de gratitude envers ces gens. Je ne sais pas comment expliquer autrement que c'est ça. C'est l'accompagnement qu'ils peuvent fournir qui contribue à leur bien-être. Après, il y a des bénévoles, hein, mais il y a des soignants qui sont là, qui accompagnent. Et peut-être que c'est ça qui m'a le plus surprise, parce que j'étais restée quand même beaucoup sur une idée de maltraitance parfois dans les établissements, maltraitance même involontaire, pas volontaire, une forme d'inattention quand on est fatigué, quand on aide quelqu'un et qu'au bout d'un moment on n'en peut plus de devoir répéter. Et c'est des choses, je me suis rendu compte de la force que ça demandait. Christiane Bigi, vous êtes aidante, votre mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui. Quel regard portez-vous sur ce reportage? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces quotidiens, croisez votre sentiment? C'est sûr. Voilà, donc c'est quasiment le même parcours, quoi, quand on a notre conjoint qui est atteint de cette maladie. Alors moi, je sais, quand le diagnostic est tombé, c'est l'effondrement, quoi. Et à l'époque, mon mari était encore assez valide, donc on a vu le neurologue, on est parti. On est allé se promener et on s'est mis à pleurer tous les deux. C'était... Et puis après, ben, les choses se sont mises en place, la maladie a évolué. Il a été placé dans un accueil de jour trois fois par semaine. Et j'avais une dame qui venait 2 après-midi aussi pour s'occuper de lui pendant 3 heures. C'était du répit pour vous, quelque part? Alors,
je me reposais, mais je ne pouvais pas profiter parce que les derniers temps, j'étais épuisée. Donc je n'avais qu'une envie, c'est d'aller me mettre dans mon lit et souffler. Donc, bon, j'avais plus de vie. Est-ce que votre mari, on lui a proposé un traitement? Alors, on ne lui a jamais proposé de traitement. Il n'a pas eu de patch comme par exemple Anne-Marie? Non. Et j'avais demandé au neurologue, il m'avait dit qu'il n'y avait rien à... Alors, voilà. Moi, j'aimerais réagir parce qu'en fait, nous sommes un des rares pays, le seul pays où les médicaments que nous avons quand même depuis 20 ans ont été déremboursés. Je trouve que c'est quand même très dommage. C'est comme quelque chose comme 80 € par mois, c'est ça? Oui, ça coûte 60 €. Donc ça a été déremboursé parce qu'il y a beaucoup de malades et je pense pour des raisons qui n'étaient pas scientifiquement validées puisque c'est efficace. C'est efficace une certaine partie. Ça va pas, c'est pas des antibiotiques, ça ne guérit pas la maladie. Mais ça ralentit. Et je pense que ça, plus l'ensemble, vous parliez des accueils de jour, on a vu les orthophonistes, il y a l'utilisation de techniques d'art-thérapie, de culture, d'insertion dans la cité, ça contribue à ralentir l'évolution et pour ne pas arriver trop vite à des stades comme on a vu à la fin du reportage qui peuvent être particulièrement effrayants pour la population. Ralentir, c'est ralentir avec le patch? Oui, avec le patch, avec toutes ces techniques. Et c'est sur combien d'années en fait? Il n'y a pas de règle. Ça, c'est important comme message aussi, parce qu'on peut voir ce reportage et se dire, mon Dieu, c'est ce qui va se passer. On a vu la personne au début qui est très stable. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de fatalité. Donc il faut se donner les moyens pour ralentir les choses. En France, près de 2 millions de personnes sont aidants, en charge d'un malade d'Alzheimer, souvent au prix de leur propre santé. Comment soutenir un proche atteint d'Alzheimer sans s'oublier, sans s'épuiser? Vous le disiez vous-même, lorsque vous rentrez chez vous, vous avez qu'une envie, c'était de dormir. On entendait cette phrase forte aussi dans ce reportage prononcée par ce monsieur qui disait « Il faut avoir une part d'égoïsme ». Vous comprenez cela? Oui, mais c'est difficile à l'avoir, cette part d'égoïsme, parce que, bon, moi, quand j'avais mon mari, je m'occupais que de lui, et c'était jour et nuit. Et bon, j'ai eu la chance quand même, j'ai la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants très présents, mes sœurs, mon frère aussi, qui sont sur le continent, mais qui viennent me voir régulièrement. Donc, j'ai été aidée, mais c'était dur. Des fois, j'en avais marre. Je disais, bon, quel intérêt maintenant de continuer à vivre, quoi. Pourquoi vous avez eu envie de témoigner ce soir? Je voulais témoigner parce que je trouve que j'ai évolué et si je peux apporter quelque chose à d'autres aidants. Vous voyez, par exemple, mon mari a été placé au mois de juillet. Bon, c'est mes enfants qui ont un peu insisté. Bon, j'ai été d'accord et on a eu la chance qu'une place se libère dans une petite structure qui me convenait et donc il a été placé là. Alors là, pour moi, je me suis effondrée. Je culpabilisais, je le voyais évoluer là-bas. Alors pendant les 15 premiers jours, on m'avait dit qu'il ne fallait pas aller le voir. Donc on me donnait des nouvelles et tout, puis après je suis allée le voir. Il s'est adapté? Il s'est très bien adapté. Et je trouve qu'il est beaucoup plus calme là-bas que quand il était à la maison. Bien sûr. Vous voyez? Et voilà. Et maintenant, je vais le voir à peu près tous les 2 jours. Je l'amène avec moi. On va au bord de mer. Je mets de la musique. On chante. Il tape des mains. Il est content. Il me dit que tu es gentille, que j'ai de la chance de t'avoir. Et puis après, il me dit, je t'aime et je t'aimerai toujours. Voilà, mais ça me fait du bien et ça m'a permis de rebondir. Et de recréer le lien que vous n'arriviez plus à avoir. Voilà, parce qu'à la maison, il m'insupportait des fois. Bon, la première fois qu'il m'a appelée maman, je lui ai dit, mais je ne suis pas ta mère.
Et après, j'ai fait la formation des aidants et c'est vrai que c'est pas le comportement qu'il fallait avoir, voilà. Et donc après, quand ils m'appelaient maman, ben, je laissais passer, je faisais des diversions. Et... On apprend lors de ces formations à avoir des réactions adaptées pour ne pas les brusquer, c'est ça? Oui, beaucoup, oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis le soutien de France Alzheimer aussi. On a des groupes de parole avec une psychologue et d'autres aidants, et tout ça m'a beaucoup aidé. Donc je dis, il faut pas démissionner, quoi, et se dire ma vie est finie. Voilà, maintenant, ben, je profite de mes petits-enfants. De temps en temps, je vais les voir sur le continent. Voilà. Et il est en lieu sûr. Et je suis rassurée. Et mes enfants, pareil, me disent, on est tranquille, maman. Papa est bien, il est bien pris en charge. D'ailleurs, je remercie le personnel de cette maison de retraite parce que ils sont bienveillants, à l'écoute du malade et des aidants. Cette phase de culpabilité que décrivait Christiane, c'est quelque chose de classique auquel vous êtes souvent confronté en tant que professionnel? Bien sûr. Bien sûr, c'est cette charge mentale, puisque c'est un terme un peu à la mode, hein, que subissent les aidants dans ce fameux couple aidant-patient, c'est le plus difficile à gérer. Et là, je crois que c'est quand même très particulier, je dirais, aux maladies neurodégénératives et particulièrement à la maladie d'Alzheimer, même dans un cancer lourd, dans des pathologies chroniques invalidantes et tout. Il n'y a pas cette espèce d'enfermement, de culpabilité qui ronge. C'est pas pour rien qu'on se rendu compte que 20 à 30% des aidants, malheureusement, disparaissent avant le patient, de maladies opportunes, d'épuisement, de dépression. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement rongeant, extrêmement usant. Hein. Et c'est bon, merci madame qui nous a cités, mais enfin, je crois que là, on est vraiment à l'interface, je dirais, entre la maladie et l'aidant. Concrètement, comment votre association leur vient en aide? Mais, essentiellement en les recevant, en les informant, en les écoutant, et en les formant comme un thérapeute, je veux dire. Hein. L'aidant, c'est le premier thérapeute de première ligne. Hein. Il a besoin, si vous voulez, effectivement, d'éviter certaines erreurs de base au niveau verbal, au niveau comportement. Hein. Et surtout... Par exemple, de dire « Mais comment tu ne te rappelles pas de ça ?» Voilà. C'est ça? Par exemple, voilà. Donnez-nous des exemples. Mettre le doigt sur l'échec. Voilà. Et puis de vouloir à tout prix avoir raison. De vouloir ramener à la réalité, si c'est la nuit et qu'il croit que c'est le jour. Quand il croit qu'on est ses parents, ben c'est parce qu'il est revenu très en arrière. Donc il est dans une autre réalité. Il faut l'accepter. Souvent, on passe par la diversion, par des stratégies pour éviter la confrontation. Je l'ai compris après, mais les premiers temps, c'était ça. Mais j'ai retenu que vous vous êtes fait aider, vous avez eu recours aux accueils de jour, à des personnes qui venaient chez vous. La plus grande difficulté, c'est de faire accepter de l'aide aux aidants. Voilà. Parce qu'il y a cette culpabilité et puis aussi l'illusion qu'ils sont les seuls à pouvoir répondre aux besoins de leurs proches. Et malheureusement, ça amène à ce qu'on appelle le burn-out. Hein. Ils s'épuisent. Et là, on peut arriver dans des escalades comportementales. Et très tôt, il faudrait mettre des tiers, des gens qui permettent de souffler, même de dormir, comme vous disiez, mais de pouvoir n'être pas le seul au front. Mais est-ce qu'il y a assez de gens formés déjà, par exemple, des aides? Il y en a. Il y a on parlait il y a des auxiliaires de vie, il y a des gardes. On a la chance en Corse d'avoir des gens qui restent 24 heures sur 24 aussi. C'est une possibilité si on a besoin. On a ces associations qui permettent ça. Et puis il y a les accueils de jour. On va en avoir sur toute la Corse des accueils de jour. Il y a des plateformes de répit.
Ça reste en plateforme. Ça se met en place. Dans les villes, en périphérie, en milieu rural, c'est plus difficile. Mais il y a des projets là, qui avancent au niveau de l'ARS actuellement et qui devraient déboucher sur des possibilités d'accueil itinérant, qui, dans une piève qui irait d'un village à l'autre, avec un calendrier. Des équipes mobiles d'orthophonistes, par exemple? Parce qu'apparemment, les troubles du langage, il y a des équipes mobiles spécialisées pour ces maladies. On dit les équipes, les ESA. En fait, ils vont à domicile et ils aident les aidants à trouver des bonnes stratégies. On a aussi ce recours. Donc on l'a évoqué brièvement en début d'émission. En septembre dernier, à Bastia, vous avez organisé un colloque qui avait notamment pour objectif de repenser les malades au sein de la société. Dites-nous précisément par quoi ça passe. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la cité? Ça passe par une prise de conscience des acteurs de la cité. Et ce qui serait intéressant, c'est de sensibiliser les gens qui sont au quotidien, les chauffeurs de bus, les commerçants, la police, etc. Les gens qui peuvent être confrontés, mais même, je dirais, les secrétaires de mairie, comment accueillir, repérer les difficultés de l'isolement des gens. Après, ça passe par des... L'isolement, c'est crucial d'éviter l'isolement. C'est ce qui peut faire aussi progresser la maladie. Bien sûr. Bien sûr. On a des situations en Corse, dans certaines micro-régions, où les gens se retrouvent tout seuls, ou alors le couple se retrouve totalement isolé. Et là, c'est une grande difficulté, parce que les gens viennent ici vivre comme ils vivaient, sur le mode des vacances, mais on ne peut pas rester sur le mode de vacances en vieillissant, dans des villas isolées. Et quand on arrive ce type de maladie, c'est extrêmement difficile. Donc c'est important d'anticiper. On travaille beaucoup sur l'anticipation. En 2020, le premier village Alzheimer de France a ouvert dans les Landes. Ça ressemble à un vrai village avec ses commerces, sa médiathèque, des aires de vie normale, sans blouse blanche, dans un endroit clos. Est-ce que ça pourrait exister, ce modèle en Corse ? Je pense à d'autres modèles, parce que ce modèle-là, on attend qu'il soit un peu évalué pour se prononcer, puisqu'il est assez unique. Il y en a un autre aux Pays-Bas, mais pour nous, ce qui pourrait marcher, c'est des petites unités de vie. Et on va faire un colloque le 5 juin avec le Gérontopole à l'IRA de Bastia, consacré à l'habitat inclusif, à une autre manière de vivre chez soi, mais avec un lien social. Donc les colocations, des habitats intergénérationnels. Et quand ça se dégrade dans ce village des Landes, comment ça se passe en fait ? Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut que ça soit adossé à des structures, comme on a vu, fermées. Hein, donc c'est... Par exemple, l'unité l'UHR, l'unité fermée de certaines, il y en a une autre sur la plaine orientale. On manque de place quand même pour les périodes. Il y a des projets, mais cognitivo-comportementales, il y en existe une à Olette. On manque effectivement de structures, mais bon, moi je travaille en ambulatoire et j'hospitalise quasiment jamais les gens. Donc je pense qu'on peut travailler beaucoup la prévention. Et ces habitats un peu alternatifs, ça pourrait tout à fait être dans nos pièves, des lieux où les gens gardent leur code géographique, leurs amis, etc., mais sont quand même dans un environnement beaucoup plus adapté et sécurisé. Combien ça coûterait ? Parce que là, par exemple, que ce soit à l'hôpital de Sartène, qui est un établissement public, c'est quand même dans les 2 500 € par mois, même s'il y a une aide qui peut, en restant à charge. Pour vous, madame, je ne sais pas, c'est dans ces eaux-là aussi. Oui, ça... Malgré l'aide pour la perte d'autonomie. Il y a quand même... Le coût pourrait être moins cher. C'est quand même un frein, ça. Nous sommes parmi les moins chers de France. Hein. Oui, mais il ne faut pas non plus se fermer la porte des EHPAD en se disant à cause du coût. Il y a l'aide sociale, il y a différents coûts. Et je pense que ça reste quand même un moyen pour certaines personnes de sortir d'une situation qui devient impossible. Donc on a une palette, et il faut avoir tous les éléments de la palette à notre disposition. L'un des moments les plus compliqués, c'est celui du diagnostic, compliqué pour le patient, compliqué pour la famille, et compliqué aussi pour celui qui délivre ce diagnostic. Comment y êtes-vous formé en tant que professionnel ? C'est un petit peu comme toutes les annonces de maladies graves, hein. Ce qu'on appelle la consultation d'annonce. D'abord, c'est l'expérience. Je pense qu'il faut avoir quelques
quelques années de quelques heures de vol dans le domaine de cette maladie. Hein. Il faut l'empathie, il faut, je dirais, cerner l'environnement du patient, hein, voir sur quels éléments on peut s'appuyer, le conjoint, l'enfant, tout ça, et attendre la fenêtre de tir. C'est pas parce qu'on voit le patient une fois, 2 fois, on dit la 3e fois, c'est la consultation d'annonce et c'est maintenant et c'est pas plus tard. Non, je pense qu'il y a un moment, on sent la fenêtre de tir et c'est là qu'il faut envoyer, je dirais, le message, hein, en même temps, c'est sûr que maintenant, dans la médecine moderne, je dirais, monsieur, madame, vous avez un cancer, voilà, il y a ça, on va vous faire ça. Hein. Pour la maladie d'Alzheimer, la maladie neurodégénérative, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de protocole et je pense qu'il ne faut pas qu'il y en ait, quoi. Parce que c'est tellement intime, on sent tellement cette fragilité, je dirais, du milieu, du global, là aussi, du futur aidant, du noyau familial, qu'il faut vraiment y aller sur des œufs, hein, et attendre de commencer à percevoir les réactions des gens. Et à ce moment-là, il faut enrober un peu la chose, je veux dire. Hein. Parce qu'en plus, un cancérologue, il va savoir, je vais vous rentrer tel jour, protocole, machin. Nous, on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas de moyens de guérir. Hein. On peut soigner, on peut essayer d'améliorer avec ces fameux médicaments. Hein, et ceux qui vont venir. On va en parler. Hein, voilà. Mais c'est un univers très particulier, la maladie de Roger. Christiane, vous nous avez parlé de ce moment terrible du diagnostic. On l'a compris, le travail des associations vous a beaucoup aidé, est essentiel, les professionnels de santé. Mais est-ce qu'après avoir reçu ce diagnostic, est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que vous manquiez de soutien et d'information? Vous êtes senti vraiment démunis? Non, parce que c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidée. Alors c'est sûr que quand je me retrouvais seule à la maison, j'avais des moments difficiles, mais je trouve que j'ai été bien aidée, bien assistée par aussi bien le corps médical, enfin à l'accueil de jour. Voilà, et puis maintenant en maison de retraite, quoi. Quelles sont les émotions que vous traversez au fil du temps? Il y a des moments très compliqués. Ah, oui. Est-ce qu'il y a aussi des moments de joie? Alors, au début, il y a la colère. C'est vrai qu'on dit, mais pourquoi on arrive à l'âge de la retraite, on va profiter un peu de notre vie, et puis il y a tout qui s'effondre. Donc, voilà. Et après, il y a de la tristesse, parce que quand je le voyais faire des choses pas normales, ça me faisait mal, quoi. Et puis, il y a eu aussi la période où il a fallu lui dire qu'il ne pouvait plus conduire. Ça, alors, j'appréhendais beaucoup. Mais en fait, ça s'est bien passé. Il a compris, j'ai vendu sa voiture et après, des fois, il me disait, mais c'est toujours toi qui conduis maintenant, alors qu'avant, c'était le contraire. Les odeurs, le toucher, la danse, on le voyait dans le reportage, allier le plaisir, c'est aussi important pour les patients. Oui. On a la chance à Bastia d'avoir donc une autre association qui s'occupe des patients, et on a des ateliers du goût, des ateliers de chant, de danse en partenariat avec les médiathèques, la bibliothèque patrimoniale. Dans l'atelier où ils sont actuellement, ils construisent un livre de vie, comme un livre ancien, avec Linda Piazza. Hier, il y avait des lycéens qui étaient là pour les aider. Donc, c'est assez formidable ce qu'on peut faire autour de la culture, effectivement des sens, de la musique. La musique, c'est très important. Oui, aussi. La musique. La musique, la danse. L'idée, c'est aussi de ne pas seulement voir les capacités perdues, mais ce qu'il reste aussi. La bouteille du côté à moitié plein aussi. Ça, c'est très important. Anne-Marie Raffaly, qu'on voit dans le reportage, elle dit qu'elle s'est trouvée des nouvelles compétences. C'est quand même formidable. C'est ce qu'on appelle stimuler la réserve cognitive. Voilà. Il y a toujours la réserve cognitive, même parfois à des stades très avancés de la maladie, on est surpris.
de découvrir des espèces de résurgences comme ça, cognitives, dans des secteurs pointus comme la musique, le chant, la danse. Moi, je me rappelle de souvenirs d'un concert qu'on avait organisé avec Swiss Life, qui était le sponsor de cette action au niveau national, qui faisait circuler dans les EHPAD un orchestre, un groupe de chanteurs lyriques étudiants, débutants, avec une musicienne, et on a fait un mini-concert lyrique de 5 ou 6 morceaux, au cantou. Hein. Des malades qui étaient quasiment mutiques, qui ne disaient pas un mot. Je m'approche d'une femme, je me rappelle, une institutrice relativement jeune, je crois qu'elle avait 65-66 ans, je n'avais jamais entendu sa voix. Elle était totalement mutique. J'entendais quelqu'un, je me suis approché d'elle, elle chantait avec la chanteuse, elle chantait un air de Mozart avec la chanteuse. Donc on est resté... Oui, il ne faut pas avoir une vision trop négative. Il y a des résurgences comme ça en matière surtout de tout ce qui est sensibilité artistique, hein, qui sont vraiment surprenantes et sur lesquelles il faut travailler. On va revenir sur le côté plus scientifique et sur la définition de la maladie d'Alzheimer. Elle résulte d'une lente dégénérescence des neurones, débutant au niveau de l'hippocampe, puis s'étendant au reste du cerveau. Elle est caractérisée par des troubles de la mémoire récente, des fonctions exécutives et de l'orientation dans le temps et l'espace. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des moyens d'empêcher l'arrivée de la maladie d'Alzheimer? On pose la question. Oui, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est courant de dire que la sédentarité, l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'alcool, le tabac, tout ce qui détruit, je dirais, plus ou moins la qualité de vie, et tout ça, je dirais, a un dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle l'inflammation lente et invisible. Hein. Quand on a un syndrome inflammatoire, même si les analyses sont normales, je dirais, ce syndrome inflammatoire agit sur les différents viscères et particulièrement sur le cerveau. Et ce serait cette inflammation chronique, hein, due à tous ces facteurs, je dirais, environnementaux, endogènes, qui favoriserait peut-être le développement excessif de ces fameuses protéines tueuses qui existent à l'état naturel dans le cerveau, mais qui ne doivent pas dépasser un certain taux. Si à un moment donné, leur synthèse, je dirais, s'emballe, hein, pour des raisons X, mais c'est là que les troubles apparaissent. Le diagnostic est-il facile à poser? Peut-on la détecter, cette maladie d'Alzheimer, avant l'arrivée des symptômes? Tout à fait, on la repère bien maintenant, les tests sont les mêmes partout où on est, on a des protocoles qui sont très bien établis. Le diagnostic, c'est une imagerie cérébrale, de préférence l'IRM, qui permet d'éliminer d'autres pathologies et de voir cette fameuse atrophie dont vous parliez des hippocampes. Les tests neuropsychologiques, on les a vus durant le reportage. Éliminer d'autres maladies. La première phase, c'est l'IRM, puis les tests. Un bilan biologique, parce que par exemple, si votre thyroïde ne va pas bien, vous pouvez avoir l'aspect d'une maladie dégénérative, hein, d'une pseudo-démence, comme on dit. Et puis, c'est toute l'analyse que fait le médecin en interrogeant la personne, mais aussi ses proches. Parce que la personne, elle peut arriver en disant « tout va très bien ». Donc, on a vraiment besoin d'avoir un tiers qui nous... Voilà. Le fameux colloque singulier, si vous voulez, qui doit régir la relation entre le patient et le médecin, dans ce cas-là, je pense qu'il faut savoir s'en passer, parce que la présence du tiers, elle est fondamentale, elle est indispensable, y compris chez des gens jeunes qui peuvent même être réticents, qui vont vous raconter la messe, je dirais. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui nous renseigne un peu sur la réalité des choses, on peut passer complètement à côté. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous recevez de patients par an, à peu près, sur la Haute-Corse, et combien viennent spontanément dire est-ce que j'ai Alzheimer, et est-ce que vous pouvez comparer avec d'autres régions? Ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'on a une forte activité. On est, j'allais dire, à 1200 actes dans l'année. Après, c'est les nouveaux patients qui comptent, hein, aussi. On est en perpétuelle augmentation. Et par rapport à d'autres consultations mémoire, la réalité, c'est que nous sommes seuls. Il y a très peu de possibilités sur le monde libéral. Et donc, les consultations, qu'elles soient à Bastia, à Ajaccio, et maintenant, on espère bientôt Bonifacio, Corté, Calvi, c'est uniquement à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'on va drainer énormément de monde, aussi bien les gens qui ont des traumatismes crâniens, que les gens qui ont des maladies chroniques, parce que si vous avez une insuffisance rénale, vous pouvez avoir des problèmes de mémoire aussi, et les fameuses maladies neurodégénératives. Mais est-ce qu'en Corse, on vient demander spontanément, faites-moi le bilan? Il y a des gens qui viennent, mais
par rapport à d'autres expériences que j'ai eues où on venait me dire est-ce que j'ai une maladie d'Alzheimer, et puis la personne avait une maladie d'Alzheimer, là c'est moins fréquent. Parce que je pense qu'il y a un tabou qui est important ici. Le tabou du cancer est peut-être tombé, mais le tabou de ces maladies n'est pas encore tombé. Oui, encore un petit caractère honteux, je dirais. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un choc aussi à l'annonce qui est important. Mais vous voyez, dans les pays anglo-saxons, les gens se défendent. Il y a des associations de patients, pas de famille, de patients. Et ils s'approprient cette maladie. Il y a un empowerment vis-à-vis de la maladie. Donc on est dans un décalage qui est lié à notre culture, je pense aussi. Savoir détecter la maladie d'Alzheimer suffisamment tôt, c'est aussi crucial pour la traiter efficacement. Surtout maintenant avec ces nouveaux médicaments qui arrivent, dont vous devez nous parler, Mathieu. Des chercheurs français travaillent aussi sur un outil qui se base sur un test sanguin. J'ai lu ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose de prometteur? Une étude le décrit comme efficace à plus de 90%. Oui, ça va être le premier pas d'un diagnostic. On va aller vers des parcours, on va impliquer beaucoup les médecins généralistes, où il va y avoir un repérage précoce, l'usage de ces marqueurs dans le sang, puis ensuite les marqueurs que nous avons, qui sont les marqueurs que nous faisons grâce à la ponction lombaire, le TEP scan, etc. Mais c'est pas pour maintenant. Les marqueurs dans le sang, c'est pas pour tout de suite. Ça avance beaucoup, mais... Et ça pourrait être détecté combien d'années avant, alors? Avant qu'il y ait vraiment les symptômes? C'est surtout la facilité et le caractère non invasif. Ça permettrait de dire on a besoin de faire la ponction lombaire ou on n'en a pas besoin. Avec juste un bilan sanguin. Voilà. C'est plus à ce niveau-là que c'est intéressant pour l'instant. Alors la recherche s'active. Si le développement du diagnostic fait des progrès fulgurants, celui d'un traitement efficace semble plus laborieux. Néanmoins, nouvelle avancée, l'Agence européenne du médicament a validé un nouveau traitement. Il arrivera bientôt en France, baptisé Lecanemab, c'est bien ça, et commercialisé sous le nom de Leqembi. Ce médicament suscite l'espoir des patients. Avant de vous entendre à ce sujet, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Mathieu Tchekal, dit professeur de neurologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il dirige le centre expert régional maladie Alzheimer PACA Ouest. Il consulte aussi ponctuellement à Bastia et Ajaccio. On l'écoute. Les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer légère qui ont été traités par ce médicament, par cet anticorps pendant 18 mois, ont montré une réduction du déclin par rapport à ceux qui n'étaient pas traités de 30%. Alors ce n'est pas un médicament qui guérit, ce n'est pas un médicament qui stabilise, c'est un médicament qui diminue la pente du déclin. C'est-à-dire qu'il y a un gain par rapport au déclin qui peut se traduire en gain de temps par rapport à une aggravation ultérieure. C'est une véritable avancée parce que c'est la première fois qu'on a un essai thérapeutique dans le contexte de ce qu'on appelle les disease modifiers, c'est-à-dire des traitements qui sont censés agir sur la maladie, pas des traitements symptomatiques, qui s'avèrent positifs dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut préciser, c'est que quand même le traitement est réservé aux formes très débutantes de la maladie et que, pour ne pas susciter un espoir qui serait infondé, il y a beaucoup de restrictions à son utilisation, c'est-à-dire que tous les patients ne pourront pas en bénéficier. Jean-Marc Resp, on peut peut-être pas parler d'une révolution, malgré tout. Est-ce que c'est un pas important qui a été franchi? C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'homme. Oui, non, c'est ce qui est nouveau, parce que ce médicament, c'est au moins le 7 ou 8e de cette famille, je dirais, qui est testé. Jusqu'à-là, on a eu soit une efficacité totale, soit des effets secondaires graves, soit l'efficacité, le dernier, l'adécanumab, qui n'a pas donné du tout satisfaction. Et puis, il y a celui-là qui est arrivé, et un autre qui arrive derrière, un japonais, qui serait encore plus facile à utiliser, parce que ce produit-là, c'est vrai que pour la première fois, on a un résultat objectif. Mathieu l'a dit, 30% de moins de déclin en 18 mois. C'est mesuré et validé. C'est énorme. C'est quelque chose, vraiment, c'est une petite révolution. Disons que c'était limité aussi à cause de quoi? Pardon? C'est limité aussi, il a dit, à cause de quoi? L'âge, ce sera réservé... Non, pas l'âge, mais le degré d'évolution. Le degré d'évolution, et surtout, je ne voudrais pas gâcher la soirée, comme on dit, mais le problème, c'est qu'il y a une susceptibilité génétique commune au risque d'Alzheimer et au risque d'hémorragie cérébrale. Et malheureusement, c'est quasiment la même. Donc quand on sait que ce médicament a comme effet secondaire principal un risque hémorragique, tu me corriges si je dis une bêtise, parce que moi je suis quand même un petit peu sorti du circuit, mais donc le principal risque
correspond au risque Alzheimer en même temps. Oui. Donc, il va falloir être extrêmement prudent. Il va falloir vérifier l'état vasculaire du patient. Et on prévoit, je crois, une IRM mensuelle au début. On a commencé à se mettre en ordre de marche au centre mémoire, donc on fait le génotypage, on essaye de repérer si les personnes sont dans cette catégorie génétique. Voilà. Ceux qui ont des anticoagulants, malheureusement, qu'on ne peut pas arrêter, ils ne pourront pas avoir ce traitement. Mais il faut savoir aussi, surtout, que ça va être très difficile parce qu'il faut 2 perfusions par mois. Donc tous les gens qui habitent loin, ce n'est pas évident, c'est comme une chimiothérapie, si on veut. Une perfusion d'1 heure, plus 3 heures de surveillance, donc ça nous demande une surveillance de 3 IRM au bout de quelques semaines. Donc ça nous demande d'organiser tout ça, d'avoir de la place, d'avoir du personnel, d'avoir l'accès aux IRM. Et je vous avoue que dans notre hôpital, voilà, c'est complexe et donc j'en profite pour dire qu'il faudrait nous aider au plan politique et citoyen pour accélérer le passage à un nouvel hôpital parce que nous sommes trop à l'étroit. L'hôpital de Bastia. Votre centre est un petit peu... Non, mais dans le centre, nous ne pouvons pas le faire. Il faut être près près des services, des urgences. Donc ça crée des contraintes qui sont les mêmes sur le continent, il faut le savoir. Hein. Très peu de personnes pourront accéder à ce traitement. Quand est-ce qu'il sera disponible? Possible probablement à l'automne prochain. Et du coup, vous soulevez ces problèmes de moyens en Corse. Est-ce que ce médicament sera disponible sur site? Parce qu'il faut qu'il soit délivré aux patients de façon très encadrée. Est-ce qu'on a les moyens de le délivrer, ce médicament? C'est toute la question. Donc là, ça fait la 2e réunion qu'on a avec les personnes impliquées à l'hôpital. On va tout faire pour le faire. Mais ça sera dans des conditions où il va falloir qu'on trouve les moyens supplémentaires pour pouvoir accueillir ces personnes. Sinon, ils n'y auront pas accès puisqu'ils ne pourront pas aller sur le continent 2 fois par mois. C'est une perte de chance. C'est une perte de chance. Mais ça veut dire qu'il faut se réorganiser et trouver des moyens supplémentaires. Il y a aussi la question financière. On l'entendait dans le reportage, cette dame qui disait que son patch était efficace mais qui n'était plus remboursé. Alors, ça vous scandalise? C'est d'autres médicaments. Oui, c'est d'autres médicaments. On passe à la question financière, à la question des moyens. Les anticholestérasiques, des produits qui existent qui sont sur le marché depuis 30 ans à peu près, hein, et qui ont montré, moi je persiste ces signes, une efficacité certaine sur les troubles du comportement, en particulier les troubles de l'humeur, hein, les troubles de l'adaptation. Ça bougeait très peu sur les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, si vous voulez continuer d'évoluer, ça ne retardait pas le déclin cognitif, mais ça permettait aux gens de gagner en qualité de vie. Plus attentifs. Gagner en qualité de vie pour eux et pour le milieu familial aussi. Et ça permettait... Il est toujours disponible sur le marché, mais il est payé. Il est plus remboursé. Bon, il n'est pas très très cher. Après, dans une autre forme de maladie qui est la maladie à corps de Lévy, il est très très nécessaire ce médicament parce qu'il diminue les troubles du comportement. Donc c'est important de repérer cette forme de maladie qui est plus fréquente que ce qu'on croyait, qui a plus de troubles du comportement et qui est plus difficile à supporter pour les aidants et de donner ce médicament. Mais je voudrais juste dire par rapport à ces nouveaux médicaments que c'est une porte qui s'ouvre. Il faut y aller, il faut se donner les moyens parce que les laboratoires pourront le diffuser et ensuite ils vont s'adapter, ils feront des formes plus simples, des sous-cutanées. Donc, on parle de produit Péros qui arriverait. Et il y en a... Jean-Marc parlait de la piste inflammatoire, il y a d'autres médicaments qui arrivent. Moi, depuis le temps que je suis dans ce domaine, je respire, je me dis, bon, allez, on voit le bout du tunnel. Est-ce que vous constatez qu'il y a davantage d'Alzheimer précoce, c'est-à-dire comme par exemple Monsieur Nigoli qu'on voit dans le reportage, dont la femme a 54 ans maintenant et ça s'est déclaré à partir de 50 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'avant? Parce que globalement, les chiffres ont doublé sur le nombre d'Alzheimer en Corse, à peu près en 10 ans. Mais est-ce qu'il y a beaucoup plus de cas précoces? Alors je pense qu'on les repère mieux. Et peut-être que parce qu'il faut qu'il y ait un médecin à la base qui fasse le signalement. Hein, nous. Et il n'y en a pas plus qu'avant, je ne crois pas. La maladie est essentiellement liée à l'âge, donc on vieillit, on a la chance de vieillir plus, donc on en paye un petit peu le tribut. Mais les formes précoces, elles sont très médiatisées parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui nous touche peut-être encore plus, mais il n'y en a pas plus, sauf d'autres causes qui pourraient interférer. Il y a une part héréditaire dans ce cas-là?
On connaît une maladie d'Alzheimer familiale. Hein, ça représenterait, selon les statistiques, entre 7 et 9-10% de cas. Les femmes, par les femmes essentiellement, les mères, les grands-mères, les tantes. Non, mais dans 90% des cas, c'est pas le cas. Très peu de cas. Où il y a pas une. C'est pas comme l'hémophilie ou d'autres maladies, ou la démence frontale qui est. Est-ce que tous les médicaments sont réservés à des formes précoces? Pas précoces, pardon, des formes débutantes, je voulais dire. Moi, je pense qu'ils ont été surtout étudiés dans ces formes-là, parce que c'est là où c'est le plus facile de prouver qu'il y a un effet, mais que petit à petit, je parle des nouveaux, hein, petit à petit, ils vont être élargis aux autres stades. Donc, on va en bénéficier pour les autres patients. Mais pour l'instant, il va falloir, nous, soignants, dire non. Et là, c'est difficile du point de vue par contre, les fameux médicaments hors remboursement ont toujours été très peu efficaces sur les formes jeunes. C'est pour ça que, si vous voulez, ça a contribué aussi à leur déchéance, quoi, je dirais. On les donne maintenant jusqu'au stade un peu avancé de la maladie. Sur la question des moyens, on l'a dit, très peu de neurologues encore, c'est des outils insuffisants. On pense par exemple au PET scan et au mois d'attente pour obtenir une IRM. C'est également sur ce point que nous avons fait réagir Mathieu Tchekali. En Corse, il y a un réseau de gériatres très structurés, notamment à l'initiative du Centre Mémoire Ressources et Recherche. Il y a un réseau de gériatres qui est extrêmement structuré dans les 2 départements de la Corse. Il y a, à mon avis, quand même un manque de neurologues. On a très peu de neurologues en Corse, neurologues hospitaliers ou libéraux. Or, les maladies neurodégénératives, comme leur nom l'indique, sont des maladies neurologiques. Et donc elles impliquent au moins dans les phases diagnostiques une compétence assez particulière qui est celle des neurologues. Et même si les gériatres ont bien entendu la compétence de faire des diagnostics, il y a des malades jeunes qui ont moins de 60 ans, qui ont parfois même 40, 50 ans, qui sont atteints de ces maladies neurodégénératives. Bien entendu, les neurologues corses prennent en charge déjà beaucoup de patients, mais c'est vrai que là, par exemple, dans les mois qui viennent, va se poser la question de savoir comment on va faire pour la gestion des patients qui seraient susceptibles d'être traités par ce médicament. Donc il n'y a pas que la question des neurologues, il y a aussi la question des plateformes, des techniques qui sont éventuellement accessibles. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour anticiper. Donc ce n'est pas alarmant. Je n'utiliserai pas cet adjectif, mais c'est un sujet dont il faut s'occuper. Quelques chiffres à présent. En France, 900 000 personnes seraient diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée. Je le disais en introduction, même si on ne dispose pas de chiffres précis, on sait que notre territoire est particulièrement concerné. 9 000 patients seraient suivis dans l'île en lien avec le déclin cognitif. C'est aussi parce que la Corse est l'une des régions les plus vieillissantes. À entendre le professeur Tchekali, nous ne sommes pas suffisamment armés. Je pense que vous partagez ce constat également. Alors moi je nuancerais en disant que le diagnostic pour les formes, 90% ou 95% des cas, nous sommes totalement armés. Nous avons des cas atypiques, mais là, le fait qu'il y ait Mathieu Tchekali qui viennent en consultation avancée aussi bien à Bastia qu'à Ajaccio, ça nous permet de valider pour ces cas atypiques. Et puis on peut toujours demander un deuxième avis avec d'autres personnes sur le continent. Mais vraiment, la spécialité mémoire, il y a des diplômes de formation maintenant. Tous les centres mémoire sont obligés de former leurs médecins à des diplômes particuliers qui permettent d'avoir une vision assez pointue des maladies. Mais est-ce que les généralistes qui sont les premiers contacts sont formés? Alors, ça dépend de leur appétence. Voilà. Il y en a qui ont une appétence. Qui connaissent bien la chose, quoi. Puis d'autres qui malheureusement arrivent à dire, écoutez, c'est la vieillesse, hein, j'ai tombé. Hein. Et là, c'est un peu difficile parce qu'on a un retard de diagnostic important. Après. Et des mois d'attente aussi, hein, on le répète, pour obtenir une IRM. Les gens doivent partir sur le continent. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est une fausse information. Non. On arrive à faire des diagnostics. Même j'étais à un colloque où il y avait d'autres équipes qui parlaient de 9 à 12 mois pour donner un diagnostic. Nous, on peut y arriver en 3 mois. Donc là, il ne faut pas dire... Ça, c'est
pas notre réalité. La difficulté, c'est le TEP scan. Ça, c'est effectivement, il nous manque un TEP scan. Après, une ponction lombaire, quand je fais pour voir s'il y a des marqueurs dans le liquide céphalo-rachidien, c'est quelque chose qui nous permet d'objectiver plus le diagnostic, notamment si quelqu'un est jeune. Eh bien, il me faut 3 mois pour avoir le résultat. Ça, c'est une difficulté. Alors, il nous reste peu de temps, mais je voudrais évoquer quand même les moyens et les plans mis en place par la collectivité de Corse. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de l'autonomie 2022-2026, l'Assemblée a adopté le 29 juillet 2022 le plan de soutien à l'investissement des établissements et services médico-sociaux dans le champ de l'autonomie. 15 millions d'euros mobilisés, objectif affiché, la modernisation des établissements, une meilleure qualité de prise en charge des usagers et l'amélioration des conditions de travail des salariés. Depuis 2022, est-ce que vous avez ressenti les effets de ce plan? Est-ce que c'est palpable? Moi, je pense qu'on a une région qui se bagarre pour aider le mieux possible les seniors et les personnes qui ont ce type de maladie. On a des difficultés qui sont inhérentes au fait qu'on a beaucoup de personnes âgées et que le coût pour la collectivité est important, notamment l'APA, l'allocation perte d'autonomie, et que vraiment nos instances essayent de trouver les moyens de compenser cette difficulté financière. Alors l'APA, selon les derniers chiffres, ici on recense 11 244 bénéficiaires de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Parmi les bénéficiaires de l'APA, 9 347 se trouvent à domicile, soit 82%. Ce nombre est particulièrement élevé puisque cela représente 25 bénéficiaires pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus en Corse, contre 20,6% au niveau national. On le sait, le recours à l'EHPAD est onéreux. Les aidants qui n'ont pas d'autres moyens se retrouvent dans une situation extrêmement complexe. Vous avez dû, Christiane Bidji, faire placer votre mari. Là aussi, les difficultés financières, ça peut être un obstacle supplémentaire. Bon, on a la chance d'avoir pu le faire, mais je pense à des gens qui n'ont pas les moyens, parce que bon, il faut arriver à sortir cette somme. Et puis, la conjointe qui reste à la maison a les mêmes charges que quand il y avait son mari, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait aider les gens. Il y a quelques années, l'Union France Alzheimer a fait une étude, si vous voulez, sur quelqu'un qui reste à domicile avec toutes les aides possibles. Il y a un reste à charge autour de 1 000 € par mois sur le coût de la maladie. Et puis les retraites faibles qu'il y a encore sur la majorité des gens. Mais c'est un problème national et il faudrait qu'il y ait une loi grand âge qui prenne en compte la dépendance. Le 5e régime de la sécurité sociale. Cette loi grand âge, elle vise à anticiper l'impact dû à l'augmentation des personnes âgées en situation de dépendance. En octobre dernier, le président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a fait part de ses inquiétudes au Sénat sur la trajectoire du budget consacré aux personnes âgées dépendantes. Il considère, je cite, que celle-ci ne permettra pas au pays de faire face à ses responsabilités et de surmonter le défi démographique à venir. Votre regard là-dessus? La situation actuelle, elle est assez critique au plan financier, donc il va falloir trouver des ressources différentes. On a parlé tout à l'heure de la prévention, c'est extrêmement important de travailler sur la prévention. C'est pour ça que le Gérontopole a été créé aussi, pour impulser des dynamiques de prévention sur la région. Mais il y a toutes ces alternatives dont on a parlé qu'il va falloir utiliser de façon plus intense. Le recours aux associations, on est là, on est en première ligne et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On cherche des bénévoles. Touche à sa fin, vous êtes là, vous êtes en première ligne et on va rappeler, on va voir l'affiche du concert caritatif que vous organisez et qui aura lieu le 13 février à l'Espace Diamant à Ajaccio avec de nombreux artistes. Jean-Marc Resp, qui sera présent rapidement. Bien sûr, tous les vieux artistes ajacciens, on va réentendre toutes les vieilles ritournelles ajacciennes, voilà, donc ça va être très sympa, venez nombreux. Christiane, un dernier mot peut-être pour nos téléspectateurs, quel message voudriez-vous délivrer? Je dis, il faut pas baisser les bras devant cette maladie, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à demander de... Moi je sais, au début je ne voulais pas. Mais après, vous voyez, des fois, le matin, j'appelais mon fils, je lui disais « Tu peux pas venir parce que j'en peux plus, j'ai pas dormi de la nuit. » Mais au début, vous le faites pas, vous prenez tout. Donc voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que
quand ça devient trop difficile, je crois qu'il ne faut pas hésiter à les placer. Bon, au départ, moi, je disais, je l'abandonne, mais en fait, je ne l'abandonne pas parce que je vais le voir régulièrement, on va se promener et voilà. Bon. C'est une autre vie, c'est pas ce que j'aurais aimé pour ma retraite, mais on de la maltraitance, je dirais, au second degré. S'obstiner à garder quelqu'un envers et contre tout à la maison, ça finit par de la maltraitance. Ah mais c'est pas possible, enfin. Moi, j'y suis pas arrivée, peut-être il y en a qui arrivent, mais là, maintenant, je suis contente parce qu'il est bien pris en charge et voilà. Et je me dis, bon, ben, c'est la vie qui nous met ses embûches au milieu, mais bon, elle reste belle, la vie. En tous les cas, merci beaucoup, voilà. Christiane, pour votre témoignage précieux et surtout votre courage. C'est la fin de cette émission consacrée à la maladie d'Alzheimer. Merci à tous d'y avoir participé à travers vos témoignages. Nous avons pu, je l'espère, mesurer l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les patients et leurs familles, les personnels soignants également. Mais nous avons également constaté qu'il existe des solutions, des initiatives locales et des ressources qui, bien qu'encore insuffisantes, offrent un soutien essentiel. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3 Corse via ST, la Bonne Azère.